Nous sommes le jeudi 6 juin 2024 et vous écoutez le 11e épisode de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on s'intéresse aux photographes qui ne sont pas encore passés à l'hybride et qui continuent donc de travailler au réflexe. Quels sont les avantages à faire la transition à l'hybride ? Est-ce que les réflexes sont totalement dépassés ? Quelle stratégie adopter pour faire la transition à moindre coût ? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités, le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseurs d'images et Marie Courtel, la responsable des ventes de Miss Numérique. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Et ben voilà, c'est parti, 11e émission de cette 8e saison du podcast. Benjamin, tradition oblige, comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, bah écoute, ça va bien. Pour l'émission, je me suis un peu remis au goût du jour. Enfin, au goût du jour, j'ai fait un bond dans le temps. J'ai repris mon 5D Mark III que j'ai conservé. J'ai remis l'œil dans un viseur de réflexe. C'est pas mal, hein, quand même. J'ai aimé. Bon, on va en parler de tout ça au cours de l'émission. Bon, on a le plaisir de recevoir pour la première fois ces micros dans notre studio Marie Courtel de Miss Numérique. Comment vas-tu, Marie ? Bonjour, bah écoute, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Cool. Et on retrouve pour notre grand plaisir El Señor, Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseurs d'images. Comment vas-tu, Pierre-Marie ? Bien, très bien. Et vous ? Bah écoute, ça va très bien, très bien. Et on est content de te retrouver. Marie, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Miss Numérique pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas encore ? Alors, Miss Numérique, c'est un site internet de vente de matériel photo, vidéo, dédié aux amateurs et aux professionnels qui veulent s'équiper, donc dans tout ce qui est appareil et également tout ce qui est accessoires, impressions, drones, etc. Et il y a également un magasin à Essey-les-Nancy, donc pour les clients qui auraient le plaisir de vivre en Lorraine ou dans la région, de venir nous voir. Je suis souvent passé devant parce que ma belle famille est de Pulnoy. Ah oui, pour donc tu es... C'est tout près. C'est vraiment juste à côté de Nancy. On a une belle surface de vente et une belle équipe qui est là pour conseiller que ce soit les amateurs et les professionnels du monde de la photo et de la vidéo. Mais il y a un lien entre Miss Numérique et Objectif Bastille ? Alors, Miss Numérique et Objectif Bastille font partie du même groupe, effectivement. D'accord, ok. Et en quoi ça consiste du coup ton poste de responsable des ventes exactement ? Alors moi je m'occupe donc du magasin, je manage les équipes de la surface de vente, Ouais. je m'occupe également du B2B et du service client pour le web. Donc en fait je manage l'ensemble des équipes, ça représente 9 personnes. Ok, cool. Pierre-Marie, à toi, vous venez de sortir un guide matos là, il y a quelques semaines. Oui, c'est ça. Ça fait un mois qu'il est en kiosque. Il sera en kiosque jusque pratiquement le salon de la photo, même jusqu'au salon de la photo. Ok. C'est une reprise et donc une compilation donc, de tous nos tests que nous avons effectués depuis 2 ans, c'est-à-dire environ la date de sortie du dernier hors-série. Nous avons repris donc l'intégralité des tests que nous avons mis à jour évidemment pour tenir compte des évolutions du marché tant au niveau des prix qu'au niveau aussi de la technique pour un petit peu des fois replacer ces appareils à leur vraie place, disons, ou à leur place actuelle en 2024. Et voilà, donc c'est une compilation de 55 tests d'appareils hybrides et quelques réflexes qui traînent encore un petit peu, qui ont notamment le Pentax K3 monochrome, qui est la seule nouveauté qu'il y a eu dans le monde du réflexe depuis 2 ans. Et puis on a aussi rajouté quelques anciens, et là on trouve encore des réflexes, quelques anciens appareils qui sont toujours en vente et qui peuvent constituer un bon plan pour quelqu'un qui veut investir dans du matériel sans pour autant dévaliser ou vider son compte en banque. Ok, impeccable. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu.
Cette semaine, dans le Flash Actu, Panasonic annonce son nouveau Lumix GH7. Sigma lance un zoom f1.8 constant et Canon annonce une focale fixe autofocus vidéo. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Panasonic vient d'annoncer la 7e génération de son hybride micro 4 tiers taillé pour la vidéo, le Lumix GH7. L'appareil embarque un tout nouveau capteur CMOS BSI de 25 millions de pixels, intégrant naturellement la technologie autofocus, à détection de phase et de contraste et toutes les fonctionnalités de détection, reconnaissance et suivi du sujet. Ce capteur, associé au profil Vlog, offre une plage dynamique de 13 IL. Ce boîtier est également désormais capable d'enregistrer directement en interne en ProRes 422 HQ 5,7K 30p ou en Apple ProRes RAW HQ. On retrouve aussi l'enregistrement en OpenGate qui permet un cadrage flexible pour tous les besoins allant des réseaux sociaux aux clients professionnels ou la fonction Real-Time LUT qui permet de prévisualiser ou d'appliquer des styles de rendu aux vidéos. Le GH7 propose l'enregistrement simultané de fichiers proxy que l'on peut facilement partager avec Frame.io d'Adobe et ainsi commencer directement le travail de post-production collaboratif juste après la captation. Côté son, c'est le premier hybride à proposer un enregistrement audio 32 bits flottant grâce à un nouveau module externe XLR. Le boîtier est protégé contre les intempéries et les conditions de prise de vue extrêmes. Il est doté d'un système de dissipation thermique actif par ventilateur qui lui permet de réaliser des enregistrements avec une durée illimitée. Le nouveau Lumix GH7 sera disponible en juillet et proposé au prix de 2199 € boîtier nu. Deux kits seront également proposés avec un 12-60 mm f3.5.5.6 au prix de 2399 € ou un 12-60 f2.8.4 au prix de 2799 €. Le nouveau module XLR pour sa part sera proposé au prix de 549 €. Sigma vient d'annoncer un tout nouvel objectif. Il s'agit d'un zoom qui intègre la gamme Art et qui a la particularité d'être le premier zoom à ouverture constante f1.8 au monde pour un hybride full frame. Le nouveau 28-45 mm f1.8 exploite une formule optique complexe composée de 18 lentilles réparties en 15 groupes, avec 3 lentilles asphériques et 5 verres SLD. Il est de conception interne, de telle sorte que ses dimensions ne changent pas en fonction de la focale utilisée. Le constructeur annonce des performances optiques qui rivalisent avec celles des focales fixes. La mise au point est assurée par une motorisation HLA qui garantit vitesse, accélération et précision, le tout sans focus breathing et un silence presque total. La mise au point minimale est de 30 cm à toutes les focales, si bien que le rapport grossissement maximal au 45 mm est de 0,25 fois. L'objectif est équipé d'une bague manuelle de diaphragme cranté au continu, de 2 boutons personnalisables et d'une bague de mise au point manuelle ultra précise motorisée. Il est protégé contre les intempéries. Côté mensuration, il faut compter 960 grammes sur la balance, une longueur de 15 cm et un diamètre de près de 9 cm. Le nouveau Sigma 28-45 mm f1.8 DGDN Art décliné en monture L et E sera proposé dès le 20 juin au prix de 1499 €. Et pour terminer, Canon annonce une nouvelle optique conçue pour la vidéo. Il s'agit d'une focale fixe de 35 mm ultra lumineuse f1.4. L'objectif, qui est dans la lignée du 24-105 mm f2.8 LIS-USM Z sorti il y a quelques mois, exploite un diaphragme circulaire à 11 lamelles qui assure un bokeh rond et soyeux. Un double moteur nano-USM associé à un moteur VCM à bobine mobile pour disposer d'un maximum de couple et limiter le phénomène de focus breathing. Il pèse 550 grammes et dispose d'une bague de réglage du diaphragme. Le nouveau Canon RF 35 mm f1.4 LVCM sera disponible en juillet et proposé au prix de 1899 €. Enfin, Canon annonce aussi un petit flash Cobra avec un nombre guidre de 40 qui exploite la griffe multifonction des derniers hybrides. Ce flash peut fonctionner en sans fil et servir d'émetteur ou récepteur radio pour la gamme Speedlight. Il sera proposé pour sa part début juillet au prix de 299 €. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine, très dense. Et puis pour le coup, là, ce nouveau GH7, Benjamin, on ne l'attendait pas, en tout cas peut-être pas aussi vite. Alors disons qu'on l'attendait peut-être il y a un peu plus d'1 an, c'est-à-dire qu'il est ce que aurait peut-être dû être le GH6.
c'est-à-dire avec de la détection de phase. Mais par contre, il y a de belles évolutions, notamment au niveau du son. Ça devrait te plaire, Arthur, avec un enregistrement audio 32 bits. Mais avec le module externe, quand même, faut bien le préciser. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais la plupart des vidéastes sont familiers de ce genre d'accessoires et du fait qu'il faut l'acquérir. Après, c'est intéressant parce que là, ça vient en même temps qu'un S9 qui vise clairement un public de vlogueurs ou de créateurs de contenu en ligne. Et là, le GH7 s'adresse plus vraiment aux puristes et aux habitués de cette ligne d'appareils, quoi. Les GH, c'est devenu un peu culte, même pour des étudiants en ciné qui n'ont pas trop de sous, qui veulent faire leur premier rush. Ils peuvent se lancer avec cette série-là. Donc, ça reste assez incontournable et c'est très belle sortie. Ouais. Marie, tu observes en magasin que beaucoup de vidéastes sont rattachés à cette gamme GH et au format micro 4 tiers chez Lumix? Oui, il y a encore beaucoup de vidéastes qui sont attachés à la gamme GH, qui est la gamme culte en fait chez Panasonic. Donc il y en a qui ne veulent pas encore passer au plein format, qui ne souhaitent pas passer au plein format pour plein de très bonnes raisons. Et le GH7, avec les nouvelles technologies intégrées, va franchement, je pense, être un bon compromis à moindre coût pour les gens qui n'ont pas forcément les budgets pour aller sur du plein format. Et Pierre-Marie, tu as vu un peu cette magnifique optique que Sigma vient d'annoncer, là, un 28-45 mm f1.8 constant, full frame. Moi, ça me rappelle les modèles qu'ils avaient sortis à l'époque Reflex, qui couvraient l'APS-C. Il y avait 2 zooms comme ça, f1.8 constant, et qui étaient exceptionnels en termes de qualité d'image. Et il y en avait un pour le plein format, qui était un 24-35 f2. Exact. Donc c'était le vrai équivalent de ce modèle-là, qui à l'époque était le seul, qui reste d'ailleurs le seul zoom f2 constant. Enfin, Canon depuis a sorti un 28-70 f2 pour hybride, mais en réflexe, 24-35, où se voulait être finalement 3 focales fixes c'est ça. en une, c'est-à-dire un 24, un 28, un 35, f2. Ah bah c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Les 2 zooms dont tu parlais, Arthur, qui étaient un 18-35 et un 50-100, étaient, c'est vrai, des perles optiques, et ça permettait de mettre en avant vraiment le capteur APS-C à cette époque-là, hein, de lui donner un peu ses lettres de noblesse, parce que c'était vraiment des optiques qui étaient vraiment exceptionnelles. Donc là, de voir une déclinaison de ce zoom, de ces zooms, disons, de partir au moins déjà sur un premier modèle qui sera le standard, qui est un 28-45 f1.8, c'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle. Bon, et puis parmi les autres actualités de la semaine, un petit mot sur Tamron, qui met à jour son logiciel et son application Lens Utility, qui passe en version 3 et qui intègre pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont un follow focus digital pour la version mobile. C'est-à-dire qu'on est capable de simuler sur son smartphone une bague manuelle de mise au point ou une bague de diaphragme continue, ce qui nous permet en vidéo principalement de pouvoir configurer ou en tout cas essayer de réaliser des bascules de points ou des changements de diaph de manière extrêmement fluide et à distance de son matériel. Et puis, puisque tu parles de bague de diaph, précisons que le 35 mm ciné que sort Canon est muni d'une bague de diaph qui ne fonctionne que en vidéo et qui n'est pas disponible en mode photo pour l'instant. Et alors comment les c'est raisons sont possible, plutôt... ça ? il faudra avoir plus d'explications. Ce n'est pas interdit que ça arrive un petit peu plus tard, mais pour l'instant, elle est uniquement dédiée à un usage vidéo. Bon. Et pour finir, petit clin d'œil à Nikos Aliagas qu'on avait reçu ici pour une belle émission au coin du feu. Il a sorti un site web dédié J'ai vu passer à la photo courant mois de mai pour ses 55 ans. Ça s'appelle Nikos Aliagas photo au pluriel.com. C'est pas mal du tout et il rassemble un peu tout son boulot, donc les expos qu'il a faites, ses publications, ainsi qu'une revue de presse. Et je vous conseille d'aller voir avec la chouette Athéna en emblème, un clin d'œil évidemment à ses origines grecques. Ou de réécouter notre chouette émission. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire et de ta story. Et aujourd'hui, tu nous fais un focus sur le Japon, qui est au cœur de plusieurs actualités dans le monde de la photographie. La story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite.
Le pays du soleil levant se trouve ces jours-ci au carrefour de plusieurs actualités en lien avec la photographie. Et là, nos auditeurs se disent, c'est un peu le cas toutes les semaines. Il est vrai que nous évoquons régulièrement les nouveautés matérielles qui émanent des constructeurs de l'industrie photo, majoritairement gouvernés par le célèbre drapeau blanc à disque rouge. Cette fois pourtant, les autorités nippones mettent un voile sur les objectifs, littéralement. La municipalité de Fujikawaguchiko a pris la décision de masquer la vue sur le plus haut sommet du pays depuis un hotspot devenu trop facilement identifiable pour les visiteurs qui s'y rendent en masse depuis le début de l'année alors que le pays fait l'objet d'un record de fréquentation. Pour contrer le surnombre, l'indiscipline et dissuader les touristes d'immortaliser le mont Fuji à cet endroit, un filet noir de 2,50 m de haut et 20 mètres de long a été installé. Avant cet épisode, le Japon avait durci la législation à Kyoto, dans le fameux quartier des geishas. Il est interdit de prendre des photos à Gion depuis 2019 et désormais, les ruelles ne peuvent plus être fréquentées par les visiteurs étrangers. Autre décision forte, prévue pour endiguer le surtourisme, un droit d'accès payant au mont Fuji dès cet été. De belles images du sommet enneigé, on peut en voir dans le dernier numéro de la collection 100 photos pour la liberté de la presse consacrée au Japon. Le mont Fuji apparaît dans le cadre d'une fenêtre sur une composition signée Pierre-Élie de Pibrac, sous la forme d'un reflet noir et blanc sur une image de Werner Bischoff ou encore à travers le pare-brise d'un camion sur un cliché de Julie Glasberg. 14 photographes de différentes nationalités et générations figurent au sommaire de ce nouvel opus, dont Françoise Huguier, Nicolas Bouvier, Henri Cartier-Bresson, Masaika Fukase, Ken Domon et bien sûr Daido Moriyama. Une autre légende de la photographie, également à la une de l'actualité, aurait pu faire partie du casting de Reporters sans frontières. En mai 1954, Robert Capa se trouve au Japon où il répond à une invitation du groupe Mainichi Press qui l'a invité à passer 6 semaines sur place. Il y est accueilli en héros et durant son séjour, il est contacté par John Godfrey Morris pour remplacer un confrère sur le front de la guerre en Indochine. C'est déjà lui qui avait envoyé Capa couvrir le débarquement des troupes alliées pour le magazine Life 10 ans plus tôt. Le 25 mai, le photographe de guerre américain s'écarte du groupe de soldats français qui l'accompagnent pour les photographier dans des hautes herbes. Alors qu'il grimpe sur un talus, il marche sur une mine antipersonnelle. Il meurt sur le coup. Parmi les nombreux livres qui lui sont consacrés, on peut voir les photos qu'il a prises au Japon les semaines précédentes dans le livre Robert Capa, la collection, aux éditions Phaidon. À Nara, Kyoto ou Osaka, il a privilégié les photos d'enfants et de parcs d'attractions à l'occidental, visiblement inspiré par la destination, à l'instar de nombreux photographes. Alors figure-toi que je le connais, ce spot au Japon, pas si loin, accessible facilement depuis Tokyo pour aller faire une taufe du mont Fuji. C'est assez naze en fait parce que c'est le parking d'une épicerie. Oui, d'une épicerie Lawson, et c'est normal que tu le connaisses puisque tout le monde le connaît désormais, puisque cette fameuse épicerie Lawson, qui est bien connue des gens qui vont au Japon en général, parce qu'on peut acheter pas mal de petits trucs à toute heure, à grignoter notamment. Le problème, c'est que cette épicerie, elle apparaît sur beaucoup de photos au premier plan, et on a déjà parlé de ce phénomène de lieux pollués, avec notamment Johan Lolos qui nous parlait du Wanaka Tree en Nouvelle-Zélande, qui est surphotographié, surfréquenté. Et là, on a appris que ce filet, à peine installé, est déjà troué de partout, déjà détérioré, qui va être bientôt remplacé par un obstacle d'un matériau plus solide, a annoncé le maire de la ville. Bon. Le Japon, c'est un truc qui te passionne, qui t'intéresse, qui revient souvent, les voyages au Japon, dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients? Alors le Japon, ça reste une destination lointaine. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas l'occasion d'y aller. Moi, de mon côté, je n'y suis jamais allé. J'aimerais bien, ça serait une chance. Mais effectivement, le surtourisme sur ce genre de lieu peut faire beaucoup de dégâts. C'est malheureux. Mais le surtourisme dans le monde, de manière générale, il y a beaucoup de lieux qui sont concernés par cette problématique. Oui, il y a des lieux comme le Machu Picchu qui ont instauré des quotas pour accueillir les visiteurs. Mais ça permet de... Et Venise aussi, là, qui met une taxe. Absolument, il y a des taxes qui... tu vois, pour le Mont Fuji, ils vont faire payer l'accès cet été. On est obligé d'en passer par là, finalement, pour juguler un peu tout ça. Pierre-Marie, est-ce que tu es prêt à
payer pour accéder sur des sites touristiques et ramener une photo carte postale? Ah non, moi je veux bien même payer pour que les gens n'y aillent pas, moi. Carrément. Si on pouvait laisser le mont Fuji vivre sa vie tranquille, ça nous ferait des vacances quand même, je pense. Mais bon, ça c'est mon avis, hein, je suis peut-être un peu tranché. Non, mais je pense que c'est vrai que le surtourisme, ça pose un problème, et avec les réseaux sociaux, ça accentue Je pense pas que ça accentue le phénomène, ça accentue la vision de ce phénomène, c'est-à-dire qu'évidemment, ça permet de voir que les gens sont tous allés au même endroit. Après, bon, est-ce bien, est-ce mal? Bon, c'est comme tout le reste, hein. Faut savoir un petit peu raison garder, quoi. Et juste au sujet de cet album RSF qui est consacré au Japon, hein, hasard de l'actualité, coïncidence, il sort le 6 juin, donc jour de diffusion de cette émission. Et à l'intérieur, il y a un très très beau texte d'Amélie Nothomb, hein, qui parle Japon, qui connaît très bien les mœurs de ce pays, sur la politesse, écrit avec pas mal de malice et d'ironie. Et il y a un article très intéressant qui est signé Émile Pacha Valencia, qui est en forme de réflexion sur la juste distance à adopter en tant que photographe au pays soleil levant. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est très très intéressant. Bon, et puis pour tous les amoureux de photos qui ont la chance d'aller faire un petit séjour au Japon et de passer par Tokyo, renseignez-vous. Il y a des magasins photos absolument délirants à Tokyo, que ce soit pour du neuf, pour de l'occasion. Enfin, Benjamin, il faudrait un jour qu'on fasse une émission sur ces magasins photos légendaires. Il faut le faire à travers le monde, hein. Il y a des magasins mythiques à aux New York, États-Unis, B&H, bien sûr. À Tokyo, c'est assez impressionnant. Ok, merci pour cette story cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission autour de la transition de l'univers du réflexe vers celui de l'hybride. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. À l'instar des plus grands photographes, tu devrais passer à l'hybride avec les appareils photo Canon et EOS R. Pourquoi ? Mon réflexe fonctionne encore très bien. Les boîtiers hybrides, c'est l'avenir, il n'y a plus de doute possible. Les Canon EOS R offrent des fonctionnalités exclusives, stabilisation, visée électronique immersive, réglage en temps réel, autofocus intelligent, qui changent l'expérience de la prise de vue. Des technologies inédites, impossibles à implémenter sur un réflexe. Tu pourras relever de nouveaux défis créatifs et découvrir une autre façon de faire de la photo. Et en plus, Canon propose actuellement des réductions pour choisir le boîtier le plus pertinent par rapport à ta pratique et ton budget. Passez à l'hybride avec les Canon EOS R. Jusqu'au 31 juillet 2024, Canon propose 15% de remise sur un objectif en monture RF pour tout achat d'un appareil photo hybride EOS R. Plus d'infos sur le site canon.fr et rendez-vous en magasin pour découvrir toutes nos promotions de l'été sur les appareils photo hybrides cumulables avec cette offre. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'images et Marie Courtel de Miss Numérique pour notre émission consacrée à la transition du réflexe à l'hybride. Alors, bien entendu, une émission comme celle-là peut sembler totalement anachronique tant on ne fait presque qu'exclusivement parler d'hybride depuis la création de ce podcast en 2020. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Même s'il n'y a plus de nouveautés depuis fort longtemps dans le domaine du réflexe, ce marché représente toujours, selon les chiffres SIPA de l'année 2023, 1,2 million de boîtiers livrés à travers le monde, soit 20% des appareils à objectifs interchangeables, malgré une baisse de 37% par rapport à l'année précédente. Parmi les seuls constructeurs de réflexes qui proposent encore des produits neufs à la vente, on peut citer naturellement Nikon, Pentax et bien entendu Canon. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Claire-Anne de Villard, en charge du marketing et de la communication chez Canon France, nous parler d'où en est Canon vis-à-vis de ce marché. Canon est leader historique des réflexes et a lancé le système R hybride il y a un tout petit peu moins de 6 ans. Et ce qu'on peut voir, c'est que en très peu d'années, après le lancement du système hybride, Canon a réussi la bascule du réflexe vers l'hybride en devenant leader sur le marché des hybrides cette fois. Et aujourd'hui, Canon est la marque qui vend le plus d'hybrides sur le marché français, depuis l'an dernier d'ailleurs. Donc il y a vraiment un changement qui s'est fait en très peu de temps sur le marché de la photo. Canon produit toujours certains réflexes et optiques EF, effectivement, pour répondre
à la demande, à une demande qui existe toujours aujourd'hui, même si elle a beaucoup baissé. La part du réflexe dans les activités de Canon a fortement diminué. Ça, c'est pas une surprise. Peut-être que pour que ce soit plus parlant, je peux comparer le poids des réflexes par rapport aux hybrides. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Canon, les réflexes représentent, on va dire, à peu près 25% des ventes des appareils photo à objectif interchangeable. Donc quand je dis ça, je prends réflexe plus hybride. J'estime que c'est plus de la moitié des pros qui sont pas encore équipés en hybride, un petit peu plus sans doute. Et surtout qu'il y a une grande disparité selon les spécialités de ces professionnels. Et je pense que ce chiffre de moins de la moitié des pros qui sont passés à l'hybride est encore beaucoup plus bas chez les amateurs et les passionnés. Je dirais que le budget est pour moi la raison numéro 1, parce que changer d'appareil photo pour un professionnel, c'est un investissement réel, et cette profession est confrontée à des difficultés économiques, sans faire une généralité, mais qui sont réelles. Certains pros peuvent être également, alors je dirais assez conservateurs, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je dirais que si leur flux de travail fonctionne bien, ils préfèrent rester sur un système dans lequel ils ont entièrement confiance et qui va leur convenir et qui va surtout leur suffire, sans tout remettre à plat et sans tout changer. Je soulignerai aussi que certains pros qui sont équipés en 1DX Mark III notamment attendent avec impatience la version hybride de la série 1 de Canon, l'EOS R1 en l'occurrence, qui vient d'être annoncé en développement pour une sortie en 2024. Et on sait qu'on a des professionnels qui attendent ce boîtier pour changer. On sait qu'il y a des inconditionnels de la visée optique et on a certaines personnes qui souhaitent garder leur parc optique EF et donc rester en réflexe et qui savent pas forcément, donc je vais le rappeler, que on peut garder son parc optique EF tout en ayant un hybride du système EOS R. Il suffit d'avoir la bague de compatibilité. Et enfin, on a certains photographes qui ont un attachement vraiment très important à certains de nos boîtiers pro et qui ont du mal à changer aussi parce qu'ils sont extrêmement bien avec leur boîtier actuel. Enfin, je dirais que par expérience, que ce soit avec les pros, avec qui nous échangeons beaucoup, avec les amateurs passionnés, ceux qui ont sauté le pas avec le système R, il y a vraiment une caractéristique commune à tous, c'est qu'ils sont convaincus par le changement, notamment ceux qui vont utiliser la vidéo ou qui ont besoin d'un autofocus particulièrement véloce. Donc après, ça dépend vraiment de l'usage qu'on va avoir du boîtier pour changer rapidement ou pas du réflexe à l'hybride. Moi, je suis particulièrement surpris et étonné par les chiffres que Claire-Anne nous a annoncés. Bon, 25% des ventes qui se font encore sur du réflexe, à la limite, c'est en phase avec les données SIPA, mais une estimation de plus de 50% des pros et des amateurs avertis qui n'ont pas encore fait cette transition. Je ne pensais pas du tout qu'on en était encore là en 2024. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Est-ce que tu as la même analyse que Claire-Anne? Pas tout à fait. Alors nous, effectivement, les personnes qui viennent nous voir, les photographes et les vidéastes qui viennent nous voir, c'est surtout pour passer à l'hybride. Aujourd'hui, on vend de moins en moins de réflexes. Clairement, les gens passent de plus en plus sur les nouvelles technologies pour plein de raisons je pense, on va évoquer au fur et à mesure de l'émission. Mais nous, en tout cas, les gens qui passent la porte du magasin ou qui passent leur achat sur le site, c'est clairement pour passer à l'hybride. Aujourd'hui, les technologies n'avancent plus sur le réflexe, tout est développé en hybride et les gens veulent aller sur les nouvelles technologies. Elle dit aussi quelque chose sur finalement le manque d'infos, de lisibilité auprès de certains clients qui ne perçoivent pas peut-être qu'ils peuvent utiliser leurs optiques EF sur les hybrides. C'est quelque chose que tu constates aussi, que vous constatez en magasin? Oui, tout à fait. Les gens ont besoin d'être rassurés, en fait, par le fait qu'ils peuvent toujours utiliser les objectifs qu'ils aiment. On a un attachement aux objectifs en général, par leur bokeh, par ce qu'ils sont capables de faire, plus que par un appareil peut-être, parfois. Oui, une signature qui est Une associée en signature, général. exactement, qui est très propre à chaque objectif et les gens ont envie de les conserver. D'autant plus que le parc hybride aujourd'hui
reste assez développé, mais n'a pas encore la force qu'a le parc réflexe de par son âge. Et donc, du coup, il y a des personnes qui n'ont pas l'équivalent encore en hybride de ce qu'ils ont en objectif réflexe. Et donc, le fait d'avoir ces bacs qui existent, que ce soit chez Canon, chez Nikon et chez Sony aussi, pour passer du A au E, permettent vraiment aux photographes et aux vidéastes d'aller sur des nouvelles technologies avec des objectifs qui leur est chers. Je pourrais peut-être compléter un petit peu ce que disait Claire-Anne. Je pense qu'elle parle du marché global des réflexes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on regarde en segmentant le marché, si on regarde sur le matériel, on va dire, haut de gamme, là, je pense que la bascule est plus nette sur l'hybride, parce que les gens sont des amateurs experts et ils ont déjà compris que c'était l'avenir et ils sont très attachés à la technique et ils veulent basculer. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que Canon, comme Nikon, comme d'autres fabricants, ont vendu énormément de réflexes d'entrée de gamme qui pour l'instant ne sont pas remplacés en hybride. Et cette part de marché, je pense que c'est ça qui fait balance, qui fait diminuer ou qui envoie un petit peu le barycentre des mesures assez loin, quoi. La bascule s'est faite sur le réflexe numérique et ces gens-là l'ont gardé. D'ailleurs, régulièrement, moi, quand on se promène, on peut voir encore des anciens EOS, des anciens Nikon, des entrées de gamme. Et c'est ceux-là, je pense, qui ne sont pas basculés sur l'hybride. Et ça va peut-être être long parce que, d'abord, ce n'est pas forcément des praticiens amateurs experts qui ont envie de consacrer un budget. Et puis leur réflexe leur convient peut-être tout à fait. Et pour l'instant, ça leur va bien, quoi. Bon alors, Claire-Anne, elle évoque comme principal frein à cette transition le prix du matériel. Bon, maintenant, les gammes hybrides chez quasiment tous les constructeurs sont quand même assez segmentées. Il y a un travail de développement et d'effort qui est fait, notamment sur les produits les plus grand public. Mais il y a aussi des freins qui ne sont pas rationnels, hein, Pierre-Marie. Quelle idée préconçue peut-être les utilisateurs de réflexes ont des hybrides ou quel attachement particulier ils ont à leur matériel selon toi? Alors après, c'est vrai que sur le côté irrationnel, ça je pense que de toute façon il y sera toujours, puisque la photo, si on la généralise, c'est une pratique artistique, et une pratique artistique sous-entend évidemment l'irrationnel. Pourquoi il y a des gens qui veulent en peinture absolument la marque de telle peinture acrylique ou telle aquarelle ou tel pinceau en poil de martre ou en poil de je sais pas quoi. Là on retrouve un petit peu la même chose sur l'appareil photo. L'hybride fait aussi peur parce que ça sous-entend tout changer un petit peu, donc changer les objectifs, changer sa pratique, il y a le fameux viseur réflexe dont on parlera certainement tout à l'heure, qui n'est plus, on a un viseur électronique, on a l'impression d'avoir un objet électronique, il n'y a plus les grincements qu'il pouvait y avoir dans un appareil photo réflexe avec le mouvement du miroir, même avant l'entraînement du film, si on en revient même à l'argentique, on avait déjà eu cette même peur, entre guillemets, du passage au numérique où on n'entendait plus le film s'armer, on n'entendait plus le film défiler. Donc je pense que toutes ces peurs, c'est aussi c'est révélateur d'une pratique qui est la nôtre, hein, une pratique humaine. On a un petit peu peur du changement. C'est vrai qu'il y a peu finalement de choix en entrée de gamme par rapport à ce qu'il y avait en réflexe, en hybride, même si il commence à y avoir des modèles, hein. Chez Canon, on a des R100, des R50, des choses comme ça, mais ça peut être un réel frein, ça aussi. Marie, comment tu vois les choses de ton côté? Je pense que ça peut être un frein, en fait, le budget. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui veulent passer à l'hybride, ils veulent évoluer en technologie par rapport à ce qu'ils avaient dans leur réflexe. Et quand ils voient les budgets des hybrides, surtout s'ils veulent changer aussi les objectifs avec, ça devient des budgets qui sont assez conséquents. Effectivement, les marques développent maintenant de l'entrée de gamme, mais ça arrivait tardivement par rapport aux premiers hybrides qui étaient plutôt des hybrides réflexes, par rapport aux premiers hybrides qui étaient plutôt amateurs avertis, voire professionnels. Donc effectivement, le budget reste assez conséquent. Après, il y a des clients aussi, pour revenir sur ce que disait Pierre-Marie, qui ont peur d'être asservis par la technologie. En allant sur l'hybride, ils ont peur que l'appareil un peu prenne la main sur eux, alors que finalement, c'est ce qu'on leur explique, nous, quand on discute avec ces photographes-là, c'est de leur dire, mais justement, vous allez vous affranchir de cette technologie pour pouvoir faire ce que vous souhaitez, parce que vous n'aurez plus besoin d'aller
essayer de compenser ce que l'appareil ne sera pas capable de faire avec les avancées technologiques type autofocus, etc. Mais du coup, je pense qu'il y a une partie des photographes qui a encore besoin de sentir qu'il a la main sur son appareil et que l'appareil ne va pas prendre la main sur lui. Oui, ça peut expliquer aussi l'engouement qu'on a, notamment de la part des jeunes pour l'argentique, où c'est cette envie peut-être de goûter au réglage, aux manipulations, et de ne pas avoir l'impression que l'appareil va tout faire pour soi. Oui, je pense qu'il y a de ça. Effectivement, les jeunes reviennent beaucoup à l'argentique, ont besoin de comprendre comment fonctionne la photo dans ses fondements, dans ses fondamentaux. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont encore besoin de ça pour sentir qu'ils ont encore la main et que la photo qu'ils ont faite, c'est leur photo puisqu'ils ont décidé. Je pense qu'il y a toute une partie de décision en fait dans le choix de passer à l'hybride ou pas. On va en écouter justement des témoignages de photographes. Claire-Anne l'a dit dans son témoignage, ils estiment que 50% des professionnels ne sont pas encore passés à l'hybride, pour diverses raisons qu'on a commencé un petit peu à d'énumérer. On vous propose donc d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux. Il s'appelle François Berthier. Il est représenté par Focus Agency, spécialisé dans la photo de mode et les portraits de célébrités. Je pense que mon Mark IV est probablement l'un des plus vieux appareils de France. Je ne sais pas combien j'ai de déclenchement, mais je dois pas être loin du million à mon avis. Et là, justement, pour Cannes, j'avais un job à l'Amphare et le client voulait absolument que ça soit un Canon. Parce fallait imprimer les photos en direct. Et la question s'est posée effectivement de racheter un appareil parce que comme c'était un gros client, que c'était bien payé, tout ça, j'avais vraiment peur que mon appareil me lâche pendant le job. Il a des signes de vieillesse, comme l'obturateur qui fait des bruits bizarres ou genre il y a des faux contacts dans les molettes, genre tu passes 10 minutes à faire un réglage. Donc voilà. Donc j'ai décidé de me racheter un appareil. Il fallait que ça soit évidemment un Canon. De toute façon, j'ai tous les objectifs. Donc, j'avais pas passé chez une autre marque. Et en fait, le choix était vite fait, quoi. Je me suis racheté un Canon Mark IV d'occasion. Parce que déjà, c'était le même appareil et que ça me permettait de pas avoir à réapprendre un peu tous les menus, les machins. Et puis aussi parce que voilà, moi, je trouve que le principal défaut pour moi de l'hybride, après, il y a des trucs techniques. Moi, j'ai jamais été trop dans la technique. À vrai dire, je m'en fiche du nombre de pixels. Est-ce que genre il y a un range dynamique, ce genre de trucs, c'est pas vraiment quelque chose qui est important pour moi. En revanche, ce qui est hyper important pour moi, c'est de voir le réel. Et de mon point de vue, il est impossible de voir le réel dans un hybride, puisqu'il n'y a pas de miroir. Je sais pas, pour moi, c'est comme me mettre un ordinateur devant l'œil. Ça m'empêche de me concentrer, Moi, j'ai besoin de voir la réalité et de la transformer ensuite avec mon esprit. Je sais pas, en fait, tu vois, j'ai l'impression que tu vois déjà le résultat, c'est-à-dire que le truc analyse déjà l'écran te donne déjà un pré-résultat. Et pour moi, c'est pas de la photo. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est besoin de voir la réalité et d'avoir un peu la surprise, entre guillemets. La surprise, elle dure une demi-seconde, le temps de le voir sur l'écran. Mais je dis ça d'autant plus, c'est d'autant plus idiot que je me suis mis à la réalisation de fiction il y a quelques années là, et je travaille avec une caméra numérique et j'ai un écran numérique et pas un œilleton. Donc je me prends à mon propre jeu, mais je sais pas, il y a une différence. C'est pas exactement pareil. Et puis je sais pas, ça donne mal à la tête, je trouve. Il y a un côté, dès que tu bouges l'écran, t'as ton cerveau qui est pas habitué, donc du coup il compense et c'est un peu comme la stabilisation sur les optiques stabilisées. Moi j'ai jamais utilisé ça parce que la compensation, la stabilisation en fait, elle me donne mal à la tête. Moi j'ai pas réussi à m'y faire et puis j'ai pas envie de m'y faire. Voilà, je suis un peu vieux con. Je suis là avec mon 5D, donc j'en ai racheté un. Donc là je suis reparti pour 10 ans et puis dans 10 ans on verra. Peut-être je serai obligé de passer à l'hybride quand ça n'existera plus. Le témoignage est quand même assez radical et finalement touche des arguments qui touchent à l'expérience et à la sensation. Pierre-Marie, c'est de ça dont on parle en fait pour les plus réfractaires. Oui, c'est vraiment ça, hein. Le plus gros frein, c'est cette visée optique, hein, de passer,
comme l'a très bien dit le photographe, de passer de cette vision du réel, réel, à une vision du réel hybridé, donc déjà transformé, déjà traité par l'appareil photo. Là, c'est vrai que c'est des choix, c'est des ressentis, et là, on peut pas lutter, même si on peut lui prouver que c'est mieux d'avoir, par exemple, en noir et blanc, déjà une impression de son image ou une proximité avec l'image réelle telle qu'elle sera enregistrée, chose que ne peut pas faire le réflexe. Je prends le noir et blanc, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être des balances des blancs décalés, ça peut être plein de choses. Mais il est attaché à ça, il a ses habitudes, il a son ressenti, il a sa façon de travailler. En plus, comme il photographie énormément d'humains, de personnes, il y a l'importance du regard, je pense qu'elle passe par ça, et c'est son automatisme qu'il a mis en place dans sa façon de travailler lui permet de se concentrer vraiment sur son image, sur le ressenti, sur la présence, être présent vraiment dans son image. Je pense que c'est ça qui le gêne. Il y a le frein du viseur électronique qui le laisse derrière cette image. Il a l'impression de ne pas être en connexion avec son modèle. C'est très compliqué, hein, surtout quand on a une longue pratique, hein, parce que c'est vrai qu'un jeune photographe qui n'a connu que l'hybride va peut-être ressentir la même chose à l'envers pour un réflexe. Mais toi, Pierre-Marie, qui teste tous les derniers modèles qui sortent, notamment les hybrides, il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués. Les viseurs sont de plus en plus beaux, de plus en plus rapides. On est de plus en plus en contact avec le réel, si on peut dire. Il y a même, au sein de certains hybrides, des modes de simulation de visée réflexe. Qu'est-ce que tu penses de ces modes-là ? Alors c'est vrai que les viseurs, c'est l'organe de l'hybride qui a vraiment le plus progressé. Au début, dans les années 2013, quand sont apparus vraiment les premiers hybrides abordables pour l'amateur, les viseurs étaient très contrastés, il y avait énormément de lumière qui était cramée ou sous-exposée, on ne voyait rien dans les ombres, ça faisait des espèces d'aplats de couleurs ou de non-couleurs, selon si c'était dans des zones qui étaient bien définies. Là maintenant, à définition égale, et ça c'est ce que les gens des fois qui ne sont pas forcément au fait de la technique oublient, c'est que même si un viseur a toujours la même définition qu'il y a 10 ans, c'est ce qu'on constate notamment sur les modèles moyenne gamme, où ils sont toujours à une définition de 2,36 millions de points, la technologie de l'imageur a profondément changé. La dynamique de l'image est meilleure, le rendu est beaucoup plus comment on va dire, beaucoup moins contrasté, donc beaucoup plus proche de la réalité. Et les oculaires derrière, parce que le viseur électronique, bien sûr, c'est un petit écran qui est au fond de l'appareil, mais il nous permet d'être vu grâce à un oculaire qui lui aussi a progressé, puisqu'on a des oculaires maintenant de très haut niveau. Et c'est vrai qu'après, derrière, maintenant, on commence à avoir des modes que permettent l'électronique, de simulation d'une visée réflexe. Je pense que c'est pour faire venir un petit peu les gens les plus réfractaires, leur dire essayez ça, et puis après vous passerez au mode normal. Donc, il a pas l'air chaud, François Berthier, pour essayer. Non, j'ai pas l'impression, non, je pense pas qu'il y aille. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est venez voir, essayez, et puis vous allez voir, finalement, vous allez vous y faire. Vous en avez beaucoup en magasin, des pros qui travaillent toujours en réflexe, qui achètent des réflexes. Vous les avez en stock, les 1DX, les 6D, les 5D4, les D850, qui sont toujours dans le coup, quoi, ces boîtiers-là. Oui, c'est des boîtiers qui sont toujours dans le coup. C'est des boîtiers qui ont encore beaucoup de qualité et de beaux jours devant eux pour des photographes un peu réticents, comme on a pu l'entendre. Après, effectivement, les gens ont beaucoup d'a priori sur l'hybride. Quand ils ne connaissent pas et quand ils n'ont jamais utilisé un appareil hybride, ils nous disent souvent « Oui, mais justement, la visée, c'est pas la même chose. Moi, je veux quelque chose de confortable. » Et la visée électronique a énormément évolué ces dernières années. Et en fait, les gens restent sur les a priori des progrès qu'il y avait à faire à l'époque. Et ils avaient entendu justement cette problématique-là. Et ils ont l'impression que ça n'a pas évolué. Et aujourd'hui, on a des taux de rafraîchissement sur les visées qui sont exceptionnels et qui nous permettent vraiment d'avoir un confort d'utilisation qui est notable. Et pour moi, en tout cas, effectivement, on ne voit pas la réalité, on voit une image, ça c'est une réalité, effectivement, mais c'est un avantage.
il y a beaucoup de photographes amateurs, débutants, qui apprécient ce confort parce que justement, on voit les réglages directement lors de la prise de vue et on n'a pas besoin d'aller regarder sur l'écran LCD si effectivement le résultat est bon, sous X, etc. Et pour le coup, moi, je trouve que ça permet une approche de la photo qui est beaucoup plus ludique pour les débutants, en tout cas, et qui leur permet d'évoluer et d'avoir un confort d'utilisation sur leur appareil. Et c'est une bonne raison d'aller fréquenter les magasins, ou les salons, d'essayer tout simplement et de se faire la main sur les dernières nouveautés. Parce que les modèles qui sont sortis, chez Sony, il y a des viseurs à plus de 9 millions de points aujourd'hui. Chez Nikon, les viseurs sont très très réussis aussi, hein, depuis le début d'ailleurs, depuis les premiers Z6. Donc, on conseillera à François et son fidèle 5D Mark IV d'aller faire un tour quand même pour essayer. Alors, on a donc entendu le témoignage de François, qui lui n'est pas encore convaincu par l'hybride, mais heureusement, il y en a qui sont convaincus. Et c'est le cas, par exemple, du grand photographe Pascal Maître, qui nous partage son sentiment. J'ai commencé à utiliser la visée électronique avec le R. Et je dois dire qu'au début, j'étais un peu désemparé. D'abord, les premières visées n'étaient pas aussi bonnes qu'actuellement. Et donc, ça me perturbait un peu. J'avais plus l'impression de filmer avec les caméras que l'on avait avant, avec les viseurs électroniques. Et puis, tout doucement, les viseurs ont été de mieux en mieux. Et je dois dire que maintenant, j'y suis totalement habitué et c'est un confort formidable parce qu'on voit en réalité ce que l'on fait. On voit lorsqu'on a besoin de corriger des expositions et puis on a, j'ai l'impression que dans le viseur électronique, on a une liberté plus évidente de prendre des risques de cadrage parce que les choses sont à peu près toutes visibles. Et visibles, je veux dire, il n'y a plus trop des plans trop gros devant, ils ne sont pas gênants. J'ai ce sentiment-là. Et c'est vrai que c'est d'une rapidité et d'un confort formidable. Je travaille surtout au R3 actuellement, que j'aime beaucoup. Le viseur est formidable. Et en plus, moi, j'utilise la visée à l'œil, la mise au point à l'œil. Donc, tout ça est très confortable et très rapide. Et ça m'enlève un souci, ce qui fait que tout doucement, ma seule concentration est au moment de la prise de vue dans ce que je vais photographier. C'est-à-dire tous les autres aspects, que ce soit la mise au point, que ce soit l'exposition, tout ça disparaît tout doucement. Bon, du coup, un témoignage diamétralement opposé à celui de François. Pierre-Marie, on le voit, hein, que cette histoire de visée, c'est au cœur de la discussion. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement, peut-être le plus simplement possible, la différence de conception même finalement entre un réflexe et un hybride, et du coup, cette différence technologique en termes de visée? Alors en fait, il va falloir, comment on va dire, le réflexe, en fait, les gens qui aiment le viseur réflexe biaisent un petit peu leur approche, parce qu'il faut il faut savoir que les réflexes fonctionnent à pleine ouverture, en fait. Lorsque l'on vise dedans, ils sont à pleine ouverture, et le diaphragme ne se ferme qu'au moment de la prise de vue. Alors après, il existe donc ce qu'on appelle un testeur de profondeur de champ qui permet par un petit bouton donc d'appuyer, de fermer le diaphragme momentanément et de voir l'image telle qu'elle sera composée avec l'ouverture fermée, notamment pour la profondeur de champ. L'hybride, lui, travaille à ouverture réelle. Donc déjà, le viseur, lui, te donne déjà en permanence l'étendue de la profondeur de champ. Donc si on a un objectif qui est très ouvert, le sujet sera net et devant lui et derrière lui, on arrivera très vite sur une zone de flou. Si on ferme le diaphragme, tout de suite, on va voir que la zone de flou va diminuer, enfin la zone de netteté va être plus grande autour de lui. Dans un réflexe, on a beau changer le diaphragme, ça ne changera rien. Donc déjà ça, c'est déjà la différence entre les deux. Donc une visée réelle donnée par l'hybride, une visée tronquée ou décalée donnée par le réflexe.
Après, la différence entre les deux viseurs, donc c'est ce que disait aussi bien l'un des deux, les deux photographes, mais dans le sens opposé. Le réflexe te donne pour le photographe qui est réfractaire à l'hybride, te donne une vision de la réalité proche, alors qu'elle est déjà tronquée ou elle est déjà un petit peu changée. Et pour l'hybride, l'amateur de l'hybride va te dire qu'elle te donne aussi une vision de la réalité, comme l'a dit Pascal Maître, avec justement l'apparition du flou qui permet donc de faire disparaître ou pas les volumes et les choses. Donc je me suis peut-être un peu éloigné là de ta question, Arthur, non? Je suis parti un peu dans tous les sens. Non, mais c'était intéressant, du coup, je bois tes mots. Mais après, Pierre-Marie, on peut aussi rappeler, sans être aussi catégorique, entre les deux univers, que les réflexes sont munis d'écrans, les réflexes numériques, et qu'on peut accéder à cette visualisation et à ce fameux what you see is what you get au travers des écrans, finalement, avec les fonctions live view. Donc, c'est pas si tranché que ça, en fait. En tout cas, d'un point de vue fondamental et physiologique, on va dire, un réflexe à une cage miroir, un miroir incliné à 45 degrés, l'image réalisée, projetée par l'objectif et renvoyée par ce miroir dans un système de prisme. Donc tout ça prend de la place. Évidemment, un hybride, ce qui est hyper intéressant, c'est que tous ces éléments disparaissent et du coup permettent de faire des boîtiers un peu plus compacts et un peu plus légers. Est-ce que on pourrait pas trouver finalement une sorte de compromis entre ces deux univers? Est-ce qu'il existe des hybrides ou des modèles d'hybrides qui pourraient bénéficier et d'une visée optique et de cette fameuse visée numérique? Marie? Chez Fuji, vous avez la gamme X Pro qui dispose d'une visée optique en hybride. Donc effectivement, ça peut être intéressant en fait d'aller sur ce type de boîtier quand on est un petit peu réfractaire à la visée numérique. Et puis chez les réflexes, il y a le D780 Nikon qui est un espèce de boîtier un peu étrange parce que finalement, en mode live view, il a toutes les caractéristiques d'un Z6. Alors qu'en visée réflexe, c'est plutôt un D750. C'est un boîtier qui est assez à cheval finalement entre les deux mondes. Et puis sinon, en termes de visée, évidemment, les Leica M ont, eux, toujours une visée réelle et peuvent être aussi utilisés comme des appareils numériques avec un live view. Pierre-Marie, du coup, la conception même d'un hybride, qu'est-ce qu'elle engendre comme impératif et comme nouveauté pour les constructeurs? Comme il n'y a plus cette cage miroir, il faut repenser tout le système optique, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc, on peut simplifier déjà en disant que l'hybride fait sortir toutes les parties mécaniques de l'appareil photo. Elles disparaissent pratiquement complètement. La suppression, déjà, quand on est passé de l'argentique au numérique, la suppression du film a déjà supprimé l'entraînement du film, le bobinage, le rembobinage, etc. On a mis un capteur et donc on a déjà simplifié. Le passage à l'hybride supprime donc toute la partie mécanique qui était encore énorme, qui était donc la visée avec la cage miroir, qui permet donc d'envoyer l'image qui est transmise par l'objectif dans le viseur pour cadrer, mais aussi pour faire la mise au point, puisqu'il ne faut pas oublier que les réflexes travaillent avec une mise au point décalée, avec un système qui est décalé, puisqu'il ne travaille pas directement sur le capteur. Donc l'hybride supprime encore cette partie-là, et puis il reste la dernière étape de suppression de la partie mécanique, qui est la suppression de l'obturateur. Actuellement, on est encore sur il y a encore beaucoup d'appareils, parce que ça coûte pour l'instant moins cher d'avoir un obturateur mécanique, enfin surtout sur les entrées de gamme, sur les hauts de gamme qui sont capables d'envoyer des rafales de maboule, pas vraiment. Mais disons que l'obturateur mécanique pour l'instant permet donc de diminuer un peu les coûts par rapport à un obturateur électronique performant, mais la marche à suivre, c'est ça, c'est de supprimer encore cette partie mécanique qui sera la dernière en gros. En gros, je suis pas sûr qu'il restera beaucoup de mécanique dans un hybride, à part peut-être la molette qu'on tourne sur elle-même, mais sinon, en gros, il va plus y avoir beaucoup de mécanique dans... Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet d'avoir une fiabilité accrue, forcément, puisque l'électronique, évidemment, ça marche ou ça marche pas, évidemment. Mais il n'y a plus de mécanique. Il n'y a pas un ressort qui va lâcher, il n'y a pas un micromoteur qui va lâcher, il n'y a pas un engrenage qui va lâcher. Et puis, quand même, il ne faut pas l'oublier, à terme, l'électronique coûte moins cher.
produite en grand nombre, l'électronique coûte moins cher que le mécanique. Un viseur de réflexe, c'est une des parties les plus chères. Un viseur de d'EOS 1DX, c'est une pièce d'orfèvre, parce que c'est quand même capable de faire déplacer le miroir, donc d'incliner, de faire monter et descendre le miroir à chaque obturation à la vitesse de 16 fois par seconde. Oui, c'est ça, je dis bien 16 fois par seconde. Donc, et sans exploser le miroir ou au décollage ou à l'arrivée, c'est une prouesse qui est phénoménale. Enfin, ça ne devrait pas marcher. Ça marche, mais ça ne devrait pas marcher. Donc déjà ça, oui. C'est vrai que les réflexes, je pense que ça arrange, entre guillemets, les constructeurs de les voir disparaître. Ça va diminuer les coûts, ça va simplifier la chose, et on en arrivera là, quoi. Alors, maintenant qu'on a bien compris la différence de conception entre un réflexe et un hybride, on va s'intéresser aux nouvelles fonctionnalités et technologies qui en découlent. Le terme hybride fait référence à la polyvalence entre la photo et la vidéo sur ce type d'appareil. Même si les réflexes sont capables de filmer, les hybrides vont beaucoup plus loin, comme nous l'explique le réalisateur Sébastien Deveau. Alors, quand j'ai pris pour la première fois un hybride dans la main, ça a été un R5. Et j'ai pas regardé les produits à côté parce que j'aime bien rester sur le haut de gamme. Mais en revanche, ce que j'ai tout de suite aimé, et ça c'est vraiment lié aussi à ce que j'ai apprécié avec le 5D Mark II, c'est la légèreté. C'est qu'il est encore plus léger et plus compact. Et c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui, moi, pour être le plus créatif possible dans tout ce que je fais en tant que filmmaker. Aujourd'hui, l'hybride, il a amené plein de choses qui sont liées au fait qu'on est plus dans l'électronique qu'on l'était auparavant, qui était plus mécanique. Et donc, du coup, on rentre dans le monde de l'AI aussi. Et donc, du coup, c'est sûr qu'il y a plein de choses et plein de features qui sont ultra utiles pour nous en vidéo. Je peux rentrer déjà dans le détail avec les features qui sont comme l'autofocus, en fait, qui est vraiment aujourd'hui lié au capteur et qui travaille avec le capteur. Et aujourd'hui, grâce à tout ce qu'ils ont réussi à faire avec la technologie, on a de la reconnaissance faciale très précise. Quand quelqu'un se retourne, l'appareil le comprend grâce à l'AI. On a des suivis d'objets, de véhicules. Donc du coup, ça nous facilite, mais 1000 fois la tâche. Je peux rajouter un autre feature qui est la stabilisation, qui n'existait pas, parce que là, la stabilisation, elle vient directement du capteur. Ce qui est génial. On a ensuite comme avantage le fait qu'on a l'image finale sur nos LCD dans le viseur. Moi, je me sers plus du LCD que du viseur, mais c'est sûr qu'on a un résultat par rapport à l'exposition qui est direct. Et donc, du coup, on n'a pas à imaginer ce que va être le rendu. On a vraiment quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'au tout début, quand les premiers mirrorless sont sortis, la qualité, elle n'était pas encore exceptionnelle. Mais aujourd'hui, on est sur des viseurs, des LCD qui sont de telle facture, donc tout est en OLED. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec ça. Bon, du coup, l'autofocus et l'intelligence artificielle, c'est ça aussi, Pierre-Marie, l'une des grandes révolutions de l'hybride, pour que ça soit aussi bien en photo qu'en vidéo? Alors l'autofocus, c'est l'avancée majeure, enfin on va dire la précision d'autofocus et la polyvalence de l'autofocus. L'hybride change complètement la donne puisque, comme vient de le dire le réalisateur, l'autofocus d'un hybride travaille directement sur le capteur. Il y a des, on va dire, on va simplifier, il y a des petits photosites qui sont dédiés à détecter si l'image est nette ou si on met un collimateur à un endroit, qu'elle puisse détecter l'endroit où il faut faire la mise au point. Donc de travailler directement sur le capteur, c'est sûr qu'on a gagné en précision. Et là, au moins sur l'hybride, si on veut aller mettre je sais pas moi, un petit oiseau dans le coin à gauche de l'image et avoir la netteté sur l'œil de l'oiseau, puisque comme on le dit maintenant, les algorithmes sont capables de suivre et de trouver un œil d'oiseau ou d'humain ou d'insecte, même pour les appareils les plus performants, on arrivera à les mettre directement la netteté sur ce point-là, et après on n'a plus qu'à déclencher, on n'a même pas à recadrer, on n'a pas à faire la mise au point à la main, l'hybride a apporté vraiment une souplesse dans la mise au point qui permet des images qui n'étaient pas possibles avant du temps du réflexe. C'est bien perçu ça, Marie, auprès
acheteurs qui viennent en magasin, ces évolutions ou ce qui est rendu possible par les évolutions au niveau de l'autofocus notamment. Et est-ce que vous parvenez, vous, les vendeurs, à vulgariser ça? Alors oui, c'est bien perçu. Les clients apprécient le fait de pouvoir gagner en réactivité. On a, de par notre proximité avec les Vosges, beaucoup de photographes animaliers au magasin et pour le coup, l'hybride avec la reconnaissance des yeux des animaux a vraiment changé la donne chez eux. Quand on a besoin de faire des photos, très rapidement, et on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on peut pas recommencer, l'animal sauvage n'est pas à notre disposition. C'est vraiment un gros plus pour ces photographes-là. Tout ce qui est photographie de sport également, puisqu'on peut pas refaire le match. Donc on a vraiment ça qui, je pense, est un gros plus. Et ce que je dis régulièrement à mes clients, c'est que maintenant, si on a envie de faire une photo floue, va falloir se lever tôt. L'AI permet vraiment de compenser un peu «l'erreur humaine» entre guillemets et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et comme disait Pierre-Marie, de pouvoir aller cadrer et faire la mise au point où on veut, dans l'angle complètement en haut à gauche, et pouvoir justement s'affranchir de ça pour pouvoir cadrer comme on a envie et pas cadrer comme ça va être le plus simple à faire pour le photographe et pour l'appareil. Donc c'est vraiment, je pense que l'AF et les évolutions d'AF ces derniers temps a convaincu beaucoup de réticents à l'hybride à passer à l'hybride parce que quand ils testent en magasin, quand on leur montre l'avantage de ces intelligences, ils ont du mal à revenir en arrière. En fait, après, ils reprennent leurs réflexes et ils se disent: «Ah oui, effectivement, finalement, c'était pas mal, en fait, ce que je pouvais faire avec l'hybride que j'ai eu entre les mains». Toutes les marques aujourd'hui évoluent énormément et très rapidement avec les mises à jour firmware. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc même si on achète son hybride aujourd'hui en se disant: «Mais oui, mais technologiquement, dans quelque temps, il va être obsolète». Non, parce qu'aujourd'hui, les firmware permettent de pouvoir continuer à utiliser son hybride. Et je pense qu'il y a beaucoup de clients aussi qui ont peur de ça en passant à l'hybride en se disant: «Mais comme ça va être du pur électronique, ça va être très vite obsolète». Mais justement, les marques réussissent à faire des mises à jour firmware. Alors, il y a des choses qui sont pas possibles quand c'est des boîtiers trop anciens, évidemment, hein, il y a des limites, mais ça permet vraiment de faire évoluer son appareil au fur et à mesure des avancées technologiques. Oh, on l'a vu sur le R5 qui a déjà bientôt 4 ans d'existence, ou le Z8 en début d'année. Très belle mise à jour avec la détection des oiseaux notamment. Il y a autre chose que dit Sébastien dans son témoignage qui est très intéressant. Alors c'est un vidéaste et comme les photographes animaliers, il est peut-être même aux avant-gardes de cette utilisation de l'IA, lui, en vidéo, mais il pointe aussi la présence de la stabilisation et généralisation de la stabilisation. Alors, juste rappeler quand même, rendre justice à Pentax, hein, parce qu'il y avait de la stabilisation sur certains réflexes, notamment chez Pentax. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un argument qui est fort aujourd'hui en faveur de l'hybride. Ah bah, évidemment, la stabilisation du capteur a vraiment eu un impact, que ce soit en photo ou en vidéo. Ça permet de gagner des stops, ça permet effectivement de pouvoir aller pousser son appareil dans des zones de retranchement qu'on ne pouvait pas avec le réflexe. Donc c'est un gros avantage pour la photo et la vidéo à main levée. Même aujourd'hui en vidéo avec les stabilisateurs, ça permet, grâce au capteur stabilisé, de pouvoir s'en affranchir sur des situations un peu complexes où on ne peut pas avoir un stabilisateur. Ça permet effectivement, ça n'est pas aussi bon qu'un stabilisateur à main, mais on n'en est pas loin. Même si ça devient assez bluffant. Ouais, hein. c'est assez bluffant. Enfin, vraiment, c'est les stabilisateurs, les capteurs stabilisés, pardon, sont vraiment très bons et s'améliorent de jour en jour. Et ces capteurs stabilisés, au-delà de stabiliser, comme le nom l'indique, ils permettent aussi de nouveaux modes de prise de vue, ultra haute définition, résolution. Pierre-Marie, tu peux nous expliquer en quoi la stabilisation d'un capteur permet de faire des images à 100, 120, 150 millions de pixels? En fait, la stabilisation du capteur procède tout simplement par un déplacement latéral, vertical, horizontal. Après, il y a aussi même des mouvements complexes puisqu'on arrive à une stabilisation dite sur 5 axes. Pardon. Donc, c'est une fois qu'on s'est déplacé et qu'on sait contrôler le déplacement d'un capteur, il n'y a rien de tel que de s'en servir de façon détournée. Donc avec ça, on arrive à créer, donc aller chercher la matière le plus possible, aller chercher l'information, le détail. Ce qui est surtout intéressant, c'est au niveau colorimétrique. Pour plus avoir d'approximation colorimétrique, là c'est déjà un gros plus. Après, bon, si on peut, mais ça reste des techniques qui peuvent être utiles. Hein, la photo haute def, ça peut compenser
le fait de ne pas avoir un capteur hautement défini, mais ça reste quand même très marginal dans l'utilisation quotidienne, puisqu'il faut que rien ne bouge, puisque forcément, entre chaque vue, si vous photographiez, je sais pas, un arbre, et si l'arbre a bougé, si la branche a bougé, la feuille, elle va avoir bougé. Et entre toutes les photos, on va avoir une bouillie de pixels à l'arrière qui sera presque pire que la photo normale. Ça peut être utile en musée si on veut reproduire une œuvre d'art, ou faire de la nature morte, où on a une nature morte qui est en studio et qui bouge pas. Là, oui, évidemment, là, on va voir l'effet, puisqu'on va avoir une amélioration de la définition et de la résolution. Mais précisons là encore que c'est pas propre à l'hybride, parce que autant c'est nouveau chez Canon et chez Nikon, mais je le rappelle, Pentax le fait depuis très longtemps avec le Pixel Shift. Et dans toutes ces nouvelles technologies et performances qu'on retrouve sur les hybrides, on a aussi une amélioration phénoménale des boîtiers en termes de rafale. Quand avant on évoquait les 12 ou 16 images par seconde en rafale sur des réflexes très professionnels, on peut monter jusqu'à 120 images par seconde très facilement avec un hybride. Ça séduit les gens, ou là on est carrément dans le too much? Alors, ça peut séduire les clients selon leur usage, photo sport, photo animalière. Après, tout photographe qui a testé la rafale sait que derrière, faut aller traiter les images. C'est une bonne galère en fait. Voilà, donc il faut des bonnes cartes aussi. Il faut des bonnes cartes, donc il faut effectivement des cartes qui ne brident pas en fait l'appareil. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ça permet effectivement pour plein d'usages, d'avoir vraiment la photo qu'on veut exactement, le mouvement pour tout ce qui est photo, mouvement sport animalier, c'est vraiment un gros plus. Mais ça a ses limites aussi, puisque du coup on passe sur l'obturation électronique. Il y a des paramètres, par contre, Pierre-Marie, qui, j'ai la sensation, n'évoluent pas de manière si phénoménale avec les hybrides comparé à ce qu'on a pu connaître sur les dernières générations de gros réflexes. J'ai la sensation, mais c'est peut-être un peu biaisé, que la montée en ISO, la définition naturelle des capteurs et que même la dynamique de capture évolue assez peu finalement. Tout ce travail sur le capteur, il bénéficierait à l'hybride comme au réflexe, puisque ce sont les mêmes capteurs qui sont placés dans les appareils, par un peu de choses près, surtout pour les dernières générations. Les capteurs évoluent. Malheureusement, les réflexes n'en bénéficient pas parce qu'ils ne sont pas renouvelés. Donc, c'est les hybrides qui en bénéficient. La grosse évolution est vraiment sur l'autofocus. C'est vrai que sur la partie image, sur la partie création de l'image, les définitions sont arrivées déjà à des valeurs de folie quand même. On arrive. Bon, alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un téléphone qui, sur un ongle de petit doigt, met 200 millions de pixels. Mais de mettre un capteur 40 millions de pixels dans un APS-C comme le fait Fuji actuellement, c'est déjà extraordinaire parce que ce sont des capteurs qui ont une grande dynamique, donc qui ont une belle couverture entre le sombre et le très clair. Ils ont une montée en ISO qui, malgré l'augmentation des pixels, du nombre de pixels, est bonne, puisque de toute façon, comme on l'avait constaté, avec un effet un petit peu qu'on n'avait pas vu venir, qui était le fait que un capteur plus défini à taille de tirage égale, finalement, même s'il fait plus de bruit, comme le pixel est plus petit, finalement on le voit moins le bruit. Donc, et ça on l'a vu apparaître sur les premiers réflexes de Nikon sur le D810, quand ils ont sorti le capteur 36 millions de pixels, où on s'est dit, oula, à l'époque, il faut se replacer dans l'époque, les réflexes haut de gamme étaient à 12-16 millions de pixels, c'était déjà beaucoup. Au-delà, c'était impossible, ils faisaient du bruit. Et eux ont balancé ce 36 millions de pixels. Et finalement, quand on regardait les tirages, on s'apercevait que oui, il faisait un peu plus de bruit, mais le bruit, il était tout petit. Donc un tout petit grain rouge, un tout petit grain vert, si c'était du bruit colorimétrique, chromatique, finalement, on ne le voyait pas trop sur la taille de tirage égale. Donc la définition augmentant, la qualité des capteurs, la technologie des capteurs évolue, on a progressé de façon phénoménale. Finalement, on arrive là à une espèce d'un peu de saturation, enfin une saturation entre guillemets, mais en plein format, un capteur polyvalent c'est 24 millions. En APS-C, on est pareil sur du 24. En plein format, maintenant, on a des 45 millions, en gros, tout ce qui est à 45 millions devient un petit peu le capteur polyvalent.
Mais c'est vrai que dans l'absolu, la qualité d'image progresse moins, mais on est parti de tellement bas et là on est tellement arrivé à un niveau tellement haut que les progrès ne sont pas visibles à l'œil nu, quoi. Enfin, on va dire c'est vraiment du détail. Je trouve qu'il y a une chose qui évolue pas trop sur les hybrides, qui serait même un point faible, je dirais, par rapport au réflexe, c'est l'autonomie. On en parle peu, mais je trouve que quand on passe d'un réflexe qui pouvait offrir une autonomie de 800, 1000 vues, alors je parle pas des boîtiers pro, hein, qui ont des accus plus grands, à un hybride très énergivore, notamment à cause des viseurs, ben on peut tomber un petit peu de sa chaise quand on a pris l'habitude. Est-ce que c'est des retours, ça, que vous avez un petit peu, ou pas tellement finalement? Parce qu'on peut aussi les recharger plus facilement directement en USB, etc. C'est un questionnement qui revient chez les clients qui souhaitent passer à l'hybride. Mais après, je pense que c'est aussi un faux débat dans le sens où ça va dépendre de la façon dont on utilise son réflexe. Si on utilise effectivement que la visée optique, dans ces cas-là, il aura une plus grande autonomie. Mais si effectivement on utilise son réflexe en regardant régulièrement l'écran LCD pour vérifier ses prises de vue, pour trier ses photos, etc., on en revient à une autonomie beaucoup plus faible qui peut être un peu plus associée à l'autonomie des hybrides. Mais effectivement, d'aller sur l'électronique, il faut avoir une énergie. Et comme on réduit les boîtiers, du coup, on est obligé d'avoir des batteries qui sont assez petites. Donc, même si elles ont quand même des capacités assez importantes, ils arrivent à faire des capacités dans des batteries relativement petites et compactes. Comme on veut alléger, puisque c'est aussi un des atouts de l'hybride, c'est d'alléger le boîtier et d'alléger son setup, du coup, ils peuvent pas pour les boîtiers non pro, hein, parce qu'effectivement, quand on parle sur les pros, c'est encore différent, mais on est sur des autonomies un petit peu faibles, et dans ces cas-là, c'est de se munir de 2 ou 3 batteries, ça reste quand même effectivement Oui, mais comme assez... les chargeurs sont plus fournis systématiquement, c'est galère Oui, alors de après ça... recharger 2-3 batteries. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est une c'est vraie vrai. problématique C'est une vraie d'usage, quoi. Enfin, C'est une vraie problématique, mais donc ils sont pas fournis de base, mais on peut les acheter à part. Si on sait qu'on va avoir un besoin en énergie et qu'on va pas pouvoir avoir le temps d'attendre de recharger son appareil, oui, effectivement, il vaut mieux généralement partir avec plusieurs batteries chargées. Bon. Alors, pour terminer, on va parler de l'offre qui existe en matière d'hybride pour ceux qui se laisseraient tenter par cette transition et voir quelles sont les différentes stratégies possibles qu'on peut adopter pour essayer de limiter au maximum la facture. Pour commencer, au lieu de ranger définitivement son réflexe au placard, il est possible de le revendre, d'occasion, naturellement. On peut le faire seul via des plateformes comme Le Bon Coin ou passer par des structures qui proposent de la reprise. C'est le cas d'IPLN avec son offre Back IPLN et on écoute Ronnie Studient nous en parler. Effectivement, aujourd'hui, on détermine les valeurs de vente nous-mêmes et on essaye d'être le plus juste possible et s'adapter un petit peu aux sorties de produits. C'est-à-dire qu'effectivement, les réflexes ont connu une dévaluation assez importante depuis maintenant 2 ans, mais par exemple, un D850 aujourd'hui ou un 5D Mark IV aujourd'hui conserve globalement la même cote que ce qui était il y a 1 an. On n'applique pas justement de descente, par exemple annuelle, on dirait on applique une vétusté, tout simplement parce qu'on considère que sur des boîtiers de cette génération-là, qui sont les derniers réflexes sortis, eh bien, l'état, le nombre de déclenchements et les accessoires, comme je le disais, se suffisent à eux-mêmes pour évaluer le prix. En revanche, ce qui nous permet de changer et de faire évoluer les tarifs et ou les reprises, c'est simplement en fait la réparabilité auprès des fabricants, puisque nous, c'est une consigne extrêmement importante et un acquis sur Back IPLN en achat et en vente, c'est qu'on ne prend que des produits que l'on peut garantir. Après, à partir de là, cette estimation est la plus favorable possible, c'est-à-dire qu'on la calcule dans le cadre d'un bon d'achat que vous souhaiteriez du coup réinvestir en matériel chez nous. Nous proposons également une option de paiement cash pour des gens qui diraient je veux acheter ailleurs ou j'ai déjà acheté autre chose ou tout bêtement j'arrête de faire de la photo. Et là, on sait aussi reprendre le matériel et le payer en virement. L'estimation est minorée environ de 10% pour information. Aujourd'hui, on voit apparaître des offres commerciales en lien en tout cas avec les fabricants qui peuvent être de la remise immédiate ou du cashback, ça tout le monde connaît, mais on a aussi dans certains cas des bonus de reprise. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant et très important avec Back IPLN, c'est que nous sommes aujourd'hui la seule plateforme de rachat et de revente en ligne française qui permettent en même temps de pouvoir revendre son matériel et de le racheter et du coup de bénéficier du bonus de reprise. Alors,
pour info, on a demandé une simulation à Ronnie sur une reprise d'un Nikon D850 avec deux optiques, un 24-70-2.8 VR de Nikkor et un Tamron 150-600 mm G2. En parfait état, IPLN reprend ce matériel à environ 2700 €, alors que ce matériel neuf en vaut 6700. Donc bon, c'est sûr que ça fait un peu mal de voir les montants de ces reprises, qu'on pourrait très certainement en tirer un petit peu plus si on s'occupait de faire la vente nous-mêmes via Le Bon Coin, mais bon, avec toutes les problématiques et les contraintes que ça peut engendrer. Donc voilà, première stratégie, c'est de se dire, OK, on va essayer de revendre son matériel réflexe et si possible, le plus rapidement possible. Quelles sont les autres pistes pour réduire la facture? On a évoqué, Marie, l'idée de se dire de conserver son parc optique. C'est quoi les combinaisons qui sont possibles pour conserver son parc optique? Alors pour conserver son parc optique, on peut utiliser des bagues. Vous avez des bagues chez Canon, Nikon, Sony qui vous permettent en fait de changer la monture chez Canon de EF à RF, chez Nikon de F à Z et chez Sony de A à E, ce qui permet en fait de glisser tranquillement vers l'hybride sans pour autant devoir réinvestir immédiatement pour aller sur de la monture native. Parce qu'on sait que effectivement l'appareil coûte cher, mais les objectifs aussi. Et quand on est un photographe professionnel ou amateur averti et on a envie vraiment d'avoir des optiques selon son usage, on va avoir un parc optique de 4-5 optiques. Et ça coûte cher très vite quand on passe à l'hybride. Donc on a ces solutions-là qui fonctionnent très bien. On conserve les automatismes, donc ça permet vraiment de garder les qualités de son objectif sur l'hybride. Et après, tranquillement, si on a envie, on peut aller sur de la monture native où là, ça reste quand même optimal puisqu'on a les objectifs sont plus légers, sont optimisés pour l'hybride, ont un traitement optique nouvelle génération, ils ont plus de contacts, donc ils ont plus de contacts, donc ils permettent d'avoir une communication entre le boîtier et l'optique quand même améliorée, beaucoup plus rapide. Donc on va avoir des avantages à aller sur de la monture native. En tout cas, les bagues d'adaptation sont vraiment utilisées par les nouveaux acquéreurs de l'hybride et fonctionnent très bien. Les gens en sont ravis. Et par rapport à ce que disait Ronnie sur la garantie, est-ce que vous avez une visibilité parfois sur les modèles et sur la réparabilité? Parce que ça, c'est quand même un élément important. Si aujourd'hui, on dit à certaines personnes, vous pouvez encore acheter des réflexes, mais qu'on apprend 6 mois plus tard que tel modèle n'est absolument plus réparable, ça peut être un souci quand même, quoi. Les marques en ont conscience et les marques communiquent sur la réparabilité de leurs appareils. Sur des appareils pro, on va être sur des réparabilités qui sont quand même importantes avec des durées qui sont assez conséquentes. Donc, c'est pas une vraie problématique, en tout cas aujourd'hui, d'acheter du réflexe, que ce soit en neuf mais également en occasion, et de se dire mon appareil ne sera pas irréparable dans 2 ans. Pour les appareils pro, on est vraiment sur des réparabilités de plusieurs années, de 10 ans. Donc, on va pas avoir tout de suite cette problématique. Mais pour les plus gros réticents au passage à l'hybride, à un moment donné, dans quelques années, ils vont se retrouver avec cette problématique. Mais je pense que le réflexe a encore de quelques beaux jours devant lui. En occasion, le marché de l'occasion se développe énormément, comme on l'a entendu. Et effectivement, nous, c'est également le cas. On s'en rend compte. On s'en rend compte. On a beaucoup de clients qui viennent nous revendre leur matériel réflexe pour passer à l'hybride. Et toi, Pierre-Marie, parmi les lecteurs de chasseurs, tu sais évaluer s'il y a encore beaucoup d'utilisateurs de réflexes? De plus en plus, les lecteurs, nos lecteurs sont un peu à l'image du marché de la photo actuelle. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des amateurs experts. Donc on a de moins en moins de débutants ou de pratiquants occasionnels. Ceux qui achetaient des réflexes entrée de gamme, et dont parlait tout à l'heure Claire-Anne, et qui ont pesé énormément dans le chiffre d'affaires de Canon. Il faut savoir que Canon vendait en nombre, peut-être pas en valeur, mais en nombre, vendait énormément de réflexes entrée de gamme. Et c'était en poids équivalent, je pense, à la valeur de vente sur l'année du 5D4. Donc nos lecteurs sont... maintenant, de plus en plus, on se retrouve entre amateurs experts. Et donc ces gens-là ont déjà, pour beaucoup, basculé dans
dans l'hybride, mais il y a encore des pratiques qui s'accrochent, puisque si on regarde par exemple, nous avec la deuxième revue, avec Natimage, on a beaucoup de photographes animaliers. Alors c'est une population qui a investi beaucoup de matériel, parce que forcément aller dans la nature, ça sous-entend soit prendre un long télé, un 500, un 600 mm, soit prendre un 150-600 pour des raisons de coût ou même pour des raisons de polyvalence, parce qu'on peut avoir une pratique qui est plus utile avec un 150-600. Ces gens-là ont acheté un réflexe assez haut de gamme en général, parce qu'il faut qu'il résiste au temps, qu'il soit, bon, quand on va dans la nature, quel que soit le temps, il faut mieux quand même qu'il soit résistant. Une optique longue, une grande optique. Donc ça, ces gens-là, pour l'instant, je pense qu'il y en a encore beaucoup, et moi, je vois dans mes balades nature, parce que je fais pas mal de photos animalières aussi, et les gens que je rencontre, ils sont encore beaucoup au réflexe. Avec la deuxième raison aussi, qui est l'autonomie, on en parlait tout à l'heure, mais un hybride consomme énormément, et quelqu'un qui est en affût et qui attend la bestiole, il va... Un réflexe, si on ne l'utilise pas, la batterie va pas s'épuiser, il suffit il va se mettre en pause, et puis bon, l'hybride va consommer, puisque si on le laisse actif, après on peut le mettre en veille, mais le temps qu'il se réveille, même s'il se réveille de plus en plus vite, ça consomme de la batterie. Donc nos lecteurs sont sur cette population, disons, d'animaliers, sont encore au réflexe. Après, d'autres sont, on va dire, ceux qui sont un peu moins équipés, ceux qui avaient un appareil et 2 zooms, qui faisaient de la photo de voyage, de la photo un peu... Là, par contre, il y en a certains qui sont passés à l'hybride parce que ça faisait un investissement qui était moindre. Mais je pense quand même que la grande majorité de nos lecteurs sont passés sur l'hybride. Alors, bon, le chemin le plus naturel, c'est donc revendre son boîtier réflexe, peut-être dans un premier temps conserver ses optiques avec l'utilisation d'une bague d'adaptation. Tu as mentionné le passage de la monture EF à la monture RF chez Canon, de la monture F à la monture Z chez Nikon, et de la monture A à la monture E chez Sony. Mais avec cette stratégie-là, on peut aussi faire un changement de cap et un changement de route, puisque Sigma propose 2 montures actives de cette même façon. Conserve l'autofocus et ce genre de choses sur les objectifs, qui permettent d'utiliser des objectifs en monture Canon EF sur des hybrides en monture L, et qui permettent d'utiliser des objectifs en monture Canon EF sur des hybrides Sony en monture E. Donc on a aussi cette possibilité-là de faire un changement de cap. Et puis après, évidemment, dans la stratégie, on peut imaginer regarder le marché de l'occasion hybride qui commence à exister. Certains modèles emblématiques s'en sont déjà à leur 2e, 3e, 4e génération pour Sony. Donc, il y a un marché de l'occasion dans l'hybride. Et puis, voilà, on peut faire jouer un peu la concurrence, parce que l'hybride est un marché qui est extrêmement concurrentiel, bombardé à base d'offres commerciales diverses et variées. C'est peut-être le moment de changer aussi de constructeur. Oui, je pense qu'effectivement, on peut tout à fait changer de marque en passage à l'hybride. Il y a plein de clients et de photographes qui le font et qui en sont ravis. C'est vrai que c'est l'occasion un petit peu de c'est un petit peu l'occasion de changer son parc optique, de changer ses habitudes. Et il y a des clients qui passent d'une marque à l'autre sans aucun problème, ou qui vont avoir effectivement leur ancien boîtier en réflexe, qui vont conserver encore par affection dans leur placard, et puis passer à l'hybride sur des autres marques en fonction de leur usage. Si c'est des pros qui vont faire également de la vidéo, ça peut aussi, selon le boîtier qu'ils souhaitent, aller directement sur une autre marque. Juste une chose qu'on n'a pas mentionnée, mais parmi les utilisateurs de réflexe, est-ce qu'il n'y a pas un frein vis-à-vis du capteur et son exposition? C'est-à-dire que quand on change d'optique, certains modèles ont un rideau qu'on peut abaisser devant le capteur, notamment sur les modèles un peu experts, mais la plupart n'en ont pas. Et du coup, le capteur se trouve exposé à la poussière, aux rayures, bien plus que les capteurs de réflexe protégés par le miroir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui revient un petit peu, et est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie autour de ça aussi? Alors effectivement, parfois, les photographes, en tout cas les clients, peuvent avoir peur en se disant: «Mais le capteur est à nu», en fait, clairement. Mais c'est vrai qu'en ayant des bons usages lorsqu'on change son objectif, c'est pas un problème en soi. Le capteur est sensible et fragile, mais si on est précautionneux,
c'est pas un souci, d'autant plus que les capteurs se nettoient très bien. Nous, en magasin, on fait régulièrement du nettoyage de capteurs. Les clients ne souhaitent pas eux-mêmes le faire parce que justement, ils préfèrent faire appel à des professionnels qui ont l'habitude. Mais pour moi, ce n'est pas un problème en soi parce que même déjà à l'époque du réflexe, les capteurs, mine de rien, avaient quand même de la poussière Bien sûr. qui arrivait dessus, hein. Le miroir protégeait pas toujours. Donc du coup, on avait déjà du nettoyage de capteurs sur des réflexes. Et par expérience, c'est pas parce que un client passe à l'hybride qu'il revient plus souvent faire nettoyer son capteur. Et c'est pas parce que les clients passent à l'hybride qu'ils ont besoin de changer leur capteur. On n'a pas de changement de capteur régulièrement, même si effectivement, on a l'impression il est à nu, donc plus fragile, c'est clairement pas le cas. Hmm. Combien il faut compter, Marie, pour se lancer dans l'hybride en full frame, entrée de gamme, du coup, c'est quoi les prix des boîtiers qui se pratiquent en ce moment? Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'offres commerciales, comme tu le disais, chez beaucoup de marques, mais du coup, en full frame, il faut compter 1 500 € pour commencer à avoir un appareil avec un objectif polyvalent. Hmm. Donc, en boîtier nu, chez Canon, ça va être l'EOS R8 pour le coup. Chez Nikon, ça va être le Z5. Chez Lumix, le nouveau S9, hein, qui devient du coup le boîtier full frame le plus abordable. Alors chez Sony, c'est un peu plus compliqué puisque la 7 IV, qui n'est pas un boîtier haut de gamme, vaut quand même 2 500 €, mais les modèles des anciennes générations sont toujours proposés à la vente, et notamment l'Alpha 7 Mark III, qui est un boîtier fantastique qui lui est proposé à 1 799 €. Bon, ça reste quand même des budgets importants. Est-ce que vous rencontrez, Marie, en magasin, des gens qui font la transition et qui font le choix, d'un point de vue économique, de se tourner vers des modèles hybrides avec des capteurs plus petits? Oui, pour des raisons économiques, mais pas que. Aujourd'hui, on a des capteurs qui sont très bons, qui montent en sensibilité, donc on peut aller sur des capteurs plus petits en fonction de son usage. Et nous avons beaucoup de clients voyageurs qui vont aussi sur le micro 4 tiers ou la PSC, justement parce que on est sur des appareils qui sont beaucoup plus légers, qui sont moins volumineux. Donc quand on a envie d'être un petit peu baroudeur et de pas s'encombrer, de pas partir avec son sac photo, avec ses 5 objectifs et de pas partir avec le reste, c'est vrai que c'est un gros avantage. Le micro 4 tiers a encore de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, on a des appareils qui sont vraiment très bons en micro 4 tiers, comme le G9 II chez Lumix par exemple, ou le M5 chez Olympus. Et en APS-C, Fujifilm montre très bien que de toute façon, ne pas aller sur du plein format n'est pas un problème. Ils ont clairement un marché, et aujourd'hui, Fujifilm fonctionne très bien et a des super appareils qui, pour des usages street photo par exemple et voyage, sont complètement adaptés. Parfait. Bon, écoutez, je vous propose qu'on conclue sur ces mots. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Pierre-Marie, de nous avoir partagé toutes ces informations et toutes ces explications. Nous sommes toujours avec Marie Courtel de Miss Numérique et Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseurs d'images pour cette grande émission dédiée à la transition entre le monde du réflexe et celui de l'hybride. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Marie, Pierre-Marie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Pierre-Marie. Pourquoi tous les photographes ne sont pas encore passés à l'hybride ? Il y a des raisons d'usage, comme on l'a évoqué. Il y a des pratiques qui ne nécessitent pas, on va dire, de changer de technologie, parce que ça n'apporterait rien de plus que de changer de technologie. Il y a des raisons de coût, je pense que c'est évident. Le monde de l'hybride, pour l'instant, est très cher, et malheureusement, on ne retrouve pas en hybride le réflexe entrée de gamme qu'on avait avant, même si ce marché est un peu mort, hein. Les marques le reconnaissent. Il y a de moins en moins de débutants qui achètent les réflexes, qui achetaient les réflexes entrée de gamme et qui seraient potentiellement acheteurs d'hybrides entrée de gamme. C'est pour ça qu'on a un resserrement des gammes plutôt vers l'amateur expert et vers le haut.
Donc il y a ces deux raisons-là. Après, voilà quoi. Marie, est-ce que les réflexes sont totalement dépassés aujourd'hui? Non, clairement pas. Les réflexes ont encore de beaux jours devant eux, surtout les réflexes experts. On a encore le D850 chez Nikon ou le 1DX Mark III chez Canon, qui sont clairement des appareils réflexes avec beaucoup de beaux jours devant eux parce que technologiquement, ils ne sont pas du tout dépassés. Et le 5D Mark IV qui a été abondamment cité Oui, dans cette émission. exactement. On sent qu'il n'est pas dépassé. Non, clairement pas. Et en vidéo non plus. Oui, c'est vrai. Pierre-Marie, c'est quoi la principale différence de conception entre un hybride et un réflexe? On va dire entre un réflexe et un hybride, la réduction du nombre de pièces mécaniques, on tend vers un tout électronique qui apporte une meilleure précision, notamment pour l'autofocus, dans la précision de la mise au point, une plus grande versatilité justement dans cette mise au point. Il est possible de faire beaucoup plus de choses en AF qu'on ne pouvait faire en réflexe. Les cadences sont évidemment à des années-lumière de ce que pouvait produire un réflexe, puisqu'on n'a plus le miroir à déplacer, donc on peut se permettre de déclencher, pas sans limite, mais bien évidemment, mais pour l'instant la limite est la rapidité de lecture des capteurs, mais c'est déjà un gros plus. L'hybride permet beaucoup plus de choses. Et puis cette visée tant décriée, une visée réelle, une visée plus proche, une visée, comme disait Marie, qui est peut-être plus facile pour les débutants, parce qu'ils voient déjà l'effet. Si leur image est trop sombre, ils le voient. Si leur image est trop claire, ils le voient. Alors, la réalité n'est pas tout à fait la même enregistrée, mais quand même, on est quand même proche de cette réalité. Il y a des problématiques d'autonomie mais elles sont liées à ça. Et moi, je dis toujours que celui qui a été photographe argentique, il a traîné dans ses poches 10 bobines pour aller faire une journée de reportage. Il peut bien traîner 2 batteries, quoi. Ok, Pierre-Marie, ok, ça marche. Marie, les hybrides, comme leur nom l'indique, sont aussi performants en photo qu'en vidéo. Ces appareils, c'est de véritables caméras de cinéma professionnelles désormais? Alors, c'est pas des vraies caméras de cinéma parce que il peut y avoir des problématiques liées à la surchauffe par rapport à des vraies caméras, mais ça a vraiment de gros atouts en vidéo. On peut aujourd'hui faire de la vidéo 4K jusqu'à du 8K en interne directement dans les boîtiers, et ça, c'est vraiment un gros atout dans un monde où la photo et la vidéo sont de plus en plus poreux. Beaucoup de photographes pros deviennent également vidéastes par envie ou par opportunité, mais c'est ces deux univers qui sont de plus en plus liés. Et aujourd'hui, les hybrides permettent vraiment aux photographes et aux vidéastes de pouvoir élargir leurs compétences en allant pas forcément sur du matériel justement professionnel, sur des caméras professionnelles, puisque le résultat derrière est vraiment très bon et à la hauteur de caméras. Alors, on va pas parler de broadcast, mais de caméras pro. Et on va justement chez Canon, le R5C. C'est vraiment, ils l'ont positionné un petit peu entre les deux parce que c'est un hybride, mais c'est un hybride complètement amélioré pour la vidéo. Et ça c'était vraiment un gros atout. Chez Sony, la FX30, la FX3 par exemple, sont des caméras hybrides puisqu'elles permettent également de faire de la photo. On est vraiment sur une ligne qui est très fine en fait entre les deux mondes. Et les hybrides ont vraiment permis d'améliorer les capacités en vidéo. Et l'histoire avait commencé avec le 5D Mark II, qui était le premier véritable appareil photo qui était considéré à l'époque comme une caméra. Et d'ailleurs, Sébastien Deveau, qu'on a entendu, pourrait en parler très longuement. La grosse différence, désormais, c'est l'AF et c'est tout ce que permettent en termes de mise au point ces boîtiers. Mais on ne pourra jamais les comparer complètement avec des vraies caméras. Oui, mais il y a quand même des grosses évolutions sur le S5 IIX, par exemple, de pouvoir streamer directement depuis le boîtier. Ouais. Ça permet à beaucoup de youtubeurs, beaucoup de streamers d'accéder à du matériel. Avant, il fallait se connecter via un ATM, il fallait vraiment avoir un logiciel. Enfin, aujourd'hui, on a vraiment simplifié les usages de la vidéo. En fait, ça permet vraiment de simplifier et de pouvoir se faire plaisir sans trop se prendre la tête, je pense. Pierre-Marie, est-ce qu'on peut continuer à utiliser ces optiques réflexes sur un hybride? Oui, on peut sans problème. Il faut quand même qu'il soit de dernière génération. Il y a quand même, selon les marques, des limitations de fonctionnement. Il peut y avoir donc des AF qui sont un peu moins performants
sur l'hybride une fois monté par la bague que sur le réflexe. Il peut par exemple y avoir des stabilisations, puisqu'on n'a pas parlé, mais on a parlé de la stabilisation donc, du capteur de l'hybride, qui peut aussi s'additionner avec la stabilisation d'un objectif si elle existe, enfin si l'objectif est stabilisé. Et ces doubles stabilisations, on va dire, ces modes-là ne sont pas forcément accessibles avec des optiques qui sont issues du monde du réflexe. Donc il y a quelques limitations, mais dans la grande majorité des cas, et c'est clairement mis de toute façon dans les modes d'emploi des appareils, donc il n'y a pas de tromperie. On va pas acheter quelque chose et s'apercevoir que ça marche pas. Il suffit de se renseigner un petit peu, il faut quand même regarder, mais ça enlève des fonctionnalités qui sont mineures, enfin qui sont annexes par rapport à la fonctionnalité primaire de l'objectif de faire des photos. Si on peut dire, moi je pense qu'une façon aussi d'aborder le passage à l'hybride, c'est de dire ne pas hésiter à prendre le zoom, si on est zoom, ou une focale fixe, si on est focale fixe, directement native, de façon à avoir quelque chose qui soit pratique à utiliser. Parce que bon, il y a quand même des contraintes à utiliser une bague. Si on a plusieurs objectifs, il faut ou démonter la bague ou monter la bague. Enfin bref, c'est quand même pas idéal. Mais par contre, on peut partir, donc on achète le zoom, le kit ou l'appareil plus un zoom, et après on attend pour des focales dédiées, par exemple pour la focale macro, ou si on a un long télé, un 150-600, on peut très bien le garder en attendant et continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il faut un petit peu y aller progressivement, c'est une façon de faire aussi. Faire une transition progressive. Et enfin, pour terminer, Marie, quelle stratégie on peut mettre en place pour essayer de réduire, tant que faire se peut, la facture assez salée de la transition entre l'univers du réflexe et l'univers de l'hybride? Alors, quand on est possesseur d'un réflexe, la première chose à faire éventuellement, c'est de vendre son matériel d'occasion. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir de la reprise d'occasion directement en magasin, qui vous permet de réinvestir directement. C'est quand même plus sécurisé que d'aller sur des systèmes de particulier à particulier. Donc vous avez cette solution-là. Et après, sinon, c'est également la solution d'aller sur d'autres marques avec des capteurs plus petits, parce qu'on parle souvent du plein format, mais il faut toujours penser aux micro 4 tiers et à l'APS-C qui ont encore de beaux jours devant eux. Merci Marie et Pierre-Marie pour toutes ces explications. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Marie, Pierre-Marie, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Oui, pas de problème. Alors on commence avec une première question pour toi, Pierre-Marie, qui nous vient de Nord de Tout. J'ai commencé directement avec un hybride. Est-ce que j'ai raté quelque chose avec les réflexes ? J'en sais rien. Je dirais oui et non, puisque dans ces cas-là, quelqu'un qui avait commencé avec le réflexe pourrait dire la même chose avec les appareils télémétriques d'avant ou les chambres photographiques. Donc non, pour moi, on rate rien. Ça peut valoir le coup d'aller voir pour voir ce qui se faisait avant ou ce qui existait avant, mais je vois pas ce qu'on pourrait rater. Non, pour moi, on rate rien. T'en penses quoi, Marie, toi ? Je suis assez d'accord, je pense qu'on rate rien. Après, on peut toujours refaire un retour en arrière, en fait. Ça, on le dit, les réflexes sont encore là. Et on peut même aller à l'argentique si on veut vraiment faire un retour en arrière et de voir exactement comment ça fonctionne. Bon. Deuxième question pour toi, Marie, qui nous vient de Mr. Mo. La résistance des appareils aux intempéries a fait un bond en arrière, il me semble. Est-ce que ça se passe bien, la réduction d'autonomie ? Et bam ! Alors, pour ce qui est de l'autonomie des appareils, aujourd'hui, effectivement, en fonction de comment on utilise son hybride, on peut avoir cette problématique. Donc, il faut se munir de plusieurs batteries pour ne pas être à court. Après, au niveau de la résistance aux intempéries, c'est des appareils qui sont de plus en plus résistants. Les optiques aussi, en fait, il faut penser que c'est toujours un couple. Parce qu'on peut avoir un appareil qui est résistant, mais si l'objectif ne l'est pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours penser en termes de couple. Parfait.
Troisième question pour toi, Pierre-Marie, qui nous vient de Théophile Imago Photo. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réglage de front et back focus alors que les appareils hybrides fonctionnent avec de la détection de phase? Alors, il n'y a pas de détection, il n'y a pas de back ou front focus, de nécessité de faire des micro-réglages sur les hybrides, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la mesure d'AF se fait directement dans le plan du capteur, donc si elle est nette à la visée, elle sera nette sur l'image. Donc les problèmes de back et front focus de la technologie réflexe venaient du fait qu'on avait un système décalé qui n'était pas toujours calé au micron, et que ça entraînait donc des décalages qu'il fallait compenser. Impeccable. Quatrième question pour toi, Marie, mais qui n'est pas vraiment une question. Ça nous vient de Johan Amonique. C'est cher. Oui, c'est cher. Mais comme on Ça le vient dit- du cœur, hein, je pense. Hein. Oui, C'est non, mais devenu c'est un ça. hobby de luxe, hein, la photo. Je pense qu'il y avait plusieurs points d'exclamation derrière. Non Ouais. Oui, alors c'est assez cher. La photo est une passion qui coûte cher. Mais c'est vrai qu'on peut aussi aller sur des budgets moindres avec le micro 4 où on a des objectifs de très bonne qualité, très peu coûteuses et très légères. Et puis le marché de l'occasion, on en a pas mal parlé au Ouais. cours de l'émission. Faut regarder. Non, Cinquième question, qui est un peu la suite de celle-là pour toi, Pierre-Marie, qui nous vient de Claritago. À force d'enlever des composants, cage miroir, viseur optique, obturateur, il ne va plus rester grand-chose dans un boîtier. Pourquoi est-ce que ça coûte alors aussi cher? Alors ça coûte aussi cher pour l'instant, et peut-être définitivement, parce qu'on a une réduction du marché. Il y a de moins en moins de gens qui achètent des appareils photo. Donc forcément, les coûts de développement étant incompressibles, étant les mêmes quel que soit le nombre d'appareils qu'on vend, le coût de développement est réparti sur tout le monde, et donc forcément, les prix augmentent. Et malheureusement, je pense que c'est pas fini. Donc faut s'attendre à ce que les prix des appareils photo continuent d'augmenter. Une précision, Marie? En parlant de développement, c'est sûr que maintenant, quand on calcule le coût d'un achat d'un appareil, on n'a plus besoin de calculer le coût de développement de sa pellicule. C'est aussi pour ça que ça coûte plus cher. Oh là là, bravo. C'est jeu mot de Ça l'année, faisait là. longtemps que je l'avais pas entendu celle-là. Mais ok. Elle est facile, Ok, mais ok. c'est une réalité malgré tout. C'est vrai, oui, mais Aujourd'hui, faut surtout parce prévoir que- le prix des cartes mémoire, de l'ordinateur, de la licence Lightroom. Et on en a peu parlé, ça, effectivement, des Voilà, fichiers qui sont voilà. de plus en plus gros et il faut avoir un ordinateur derrière qui tient la route. Argument contre argument. Ça dépend. En micro 4 tiers, les fichiers sont pas forcément plus gros. Enfin, ça dépend du système vers lequel on va, en fait. Ça dépend du système, ça dépend si on fait de la photo et de la vidéo. On est en mais train de post- relancer une émission. Ah ouais, on va repartir pour 3 heures, donc... Allez, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Pour tous les deux, et on va commencer par Marie. Si vous deviez faire aujourd'hui votre transition à l'hybride, vous choisiriez quel système, quel modèle, quelles optiques et pourquoi? 30 secondes. Alors, je choisirais le Canon R6 II parce que c'est un appareil qui a, contrairement au R5, a un capteur moins défini, donc on peut aller faire beaucoup plus de choses en luminosité. Canon, c'est la marque avec laquelle je travaille depuis toujours. C'est du sensible là, c'est vraiment juste de On est dans l'affection. l'émotionnel, d'accord. Exactement. Ouais. Et c'est une marque que j'ai toujours appréciée. Je trouve que c'est des produits qui sont fiables et qui sont simples d'utilisation. Et j'aime beaucoup leurs optiques également. Canon R6 Mark II. Pierre-Marie, à toi. Moi, ça dépendrait un peu de ma pratique. Si je veux faire du voyage, je prendrais plutôt un hybride avec un petit capteur pour que ça soit compact. Si je veux faire du portrait, j'essaierai peut-être d'aller plus justement vers un appareil à plus grand capteur où là c'est moins gênant parce qu'on ne le transporte pas et puis on va avoir des Tu te notions. mouilles pas, Pierre-Marie, tu te mouilles pas là. Ah bah je veux pas me mouiller. Bah, non, mais c'est parce que c'est très variable. Moi j'ai une pratique qui est... Si je fais beaucoup d'animalier, donc évidemment je vais chercher une longue focale, donc je vais plutôt partir sur un capteur APS-C qui est le bon compromis, mais en gros le capteur APS-C c'est le bon compromis pour tout en ce moment. Et puis en plus quand on regarde bien entre tous les formats, que ça soit le 24-36, l'APS-C ou le micro 4 tiers, les notions de prix elles commencent quand même
a pu être aussi vrai, quoi. Il y a des APS-C qui sont au prix du 24-36, il y a des micro 4 tiers qui sont au prix de l'APS-C ou du 24-36 aussi. Il faut vraiment choisir en fonction de sa pratique, je pense, plus qu'en fonction d'un capteur ou d'une taille de capteur. Oui, il y a quelque chose dont on a finalement très peu parlé, c'est assez paradoxal, c'est qu'une des raisons premières d'être de l'hybride, c'était le ratio poids-compacité, et que finalement les deux systèmes qui tiennent le plus ce pari, c'est l'APS-C et le micro 4 tiers. Allez, on conclut là-dessus. Merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Pierre-Marie, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Pierre-Marie, pour commencer, le numéro de juin de Chasseurs d'images est dans les bacs. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Donc le numéro de juin, oui, est en kiosque encore une quinzaine de jours. On y trouve le test d'une Leica SL3 et puis des portfolios... comme toujours, une grosse partie image aussi, puisque notre magazine fait aussi la part belle à l'image, avec un voyage au Ladakh, des photographes professionnels qui sont partis au Ladakh. Et ils expliquent bien pourquoi, en tant que professionnel, il est toujours important de diversifier sa pratique. Et c'est pas uniquement faire du voyage pour faire du voyage, c'est aussi dans le but d'augmenter sa quantité d'image, d'augmenter la présence sur des domaines, sur des sujets. Donc on a ça, et puis on a des tests optiques, notamment le 50 mm 1.2 Art de chez Sigma, puisqu'en ce moment ils sont à fond sur les grandes ouvertures chez Sigma. Donc entre les grandes ouvertures pour les focales fixes, le zoom qui viennent de nous sortir, on sent que Sigma est à l'attaque. Il ne se laisse pas faire, il a acquis sa place dans le marché des grandes l'optique et il a bien l'intention de le faire valoir. Ça marche. Merci beaucoup Pierre-Marie. Marie, l'actualité de Miss Numérique, qu'est-ce qui se passe en ce moment ou qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Alors, chez Miss Numérique, il y a plein d'actualités. On a lancé, du coup, sur notre site, la vente de matériel d'occasion. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, vous pouvez aller tendance, voir. Pour ça, quand même. Ah, oui, forcément. Et on le faisait déjà beaucoup en magasin. Donc, on l'a développé sur le site. Après, en magasin, on a donc vendredi le vernissage de notre 2e concours photo. On a eu énormément de participation, on est ravis. Et donc, on fait le vernissage et on dévoile les 24 finalistes dans notre magasin à Nancy vendredi soir. C'était quoi la thématique ? Le thème, c'était « Il était une fois ». Un thème très ouvert, mais qui a permis d'avoir des photos très différentes, d'usagers très différents. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et on a l'honneur de recevoir Kyriakos Kaziras, le fameux photographe. Voilà, donc du coup, on est ravis et on espère qu'il y aura beaucoup de monde vendredi soir. Bon, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous pour parler de tous ces sujets ô combien passionnants, mais qui peuvent certainement être une source de stress et d'angoisse pour les gens qui hésitent encore à franchir le pas de l'hybride. La semaine prochaine, c'est Masterclass et on s'intéresse à la photo sous-marine. Nous recevrons pour l'occasion le photographe Greg Lecoeur et Léo Lachaud de la boutique spécialisée Photo d'Enfer, avec qui nous allons plonger dans les spécificités techniques, pratiques et artistiques de la photo sous l'eau. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.